sur des poètes dits mystiques, en général plutôt des hommes. J'ai traduit Alator, Jami, Molavi. On me l'a d'ailleurs parfois reproché. On m'a dit, mais pourquoi tu t'occupes que des hommes? Bah oui, mais voilà, il se trouve que c'est comme ça. Et les poètes qui m'ont intéressé, c'était ceux-là. Et puis, en même temps, je ne pouvais pas dire non à ça. Je veux dire, faire entrer Faulour dans cette collection, c'était pas possible autrement. Et en même temps, toute modestie mise à part, je me suis dit, il faut que je le fasse moi-même, parce que qui mieux que moi-même, enfin, si je puis dire. Enfin, c'est pas un truc d'orgueil, mais vous voyez, je me suis dit, c'est tout ce que j'ai accumulé de connaissances d'art de la traduction pendant toutes ces années. Je ne vais pas dire depuis combien d'années, je ne vais pas revenir sur les années. Mais voilà, je me suis dit, c'est dommage de ne pas le mettre. En fait, c'était mon idée, c'était vraiment de me mettre au service de cette voix qui m'a toujours touchée, que j'ai toujours beaucoup aimée. Et puis, je me suis dit, au fond, la poésie persane, c'est la poésie persane. Donc, et vraiment, le travail sur Faulour Farrokhzad m'a fait comprendre qu'en fait, on a tort de séparer la parole masculine de la parole féminine, qu'on a tort de séparer la parole classique, la poésie classique de la poésie moderne, et que finalement, c'est un fleuve qui avance, et dans ce fleuve, toutes ces voix, en fait, se mêlent et contribuent à faire ce qu'on appelle la poésie persane, et à constituer ce qui est à nouveau pour moi, je connais plusieurs langues, j'ai étudié beaucoup de poésie, etc., ce qui est quand même pour moi une des traditions poétiques, sinon la tradition poétique majeure, à nouveau universellement. Je pense vraiment que la poésie persane, elle est très particulière. Je ne dis pas là parce que j'ai une assemblée d'Iraniens devant moi et parce que moi-même je suis chauvine, mais franchement, je crois qu'il n'y a aucun pays au monde qui a donné autant de poètes à valeur universelle à l'humanité. Donc, bon, ne serait-ce que, voilà, il suffit de citer Molavi et voilà, tous les anciens, mais aussi, précisément, cette poésie de Faulour Farrokhzad, qui peut-être sur le plan strictement formel n'est pas la meilleure poésie du monde, bien qu'elle ait apporté des choses formelles très importantes à partir de son troisième recueil, qui s'intitule Tavallud Digar, qui est vraiment un apport majeur dans l'histoire de la littérature persane, de la poésie persane. Mais il y en a eu d'autres au XXe siècle. Il y a eu des très très grands poètes qui ont apporté énormément à la poésie persane. Mais justement, ce qui est intéressant avec Faulour, c'est pas uniquement ce qu'elle apporte à la poésie persane, parce que finalement, ça, Nimoy Yushij, par exemple, avant elle l'a fait. Pour la poésie persane, le plus important moderniste, c'est Nimoy Yushij. Peut-être que Nader Naderpour ou Sohrab Seferi sont des poètes plus importants sur le plan strictement formel. En plus, ils ont vécu un peu plus longtemps. Sohrab Seferi, pas beaucoup, mais quand même un peu plus longtemps qu'elle. Mais Naderpour, très longtemps, suffisamment longtemps pour vraiment s'imposer comme un des poètes majeurs du XXe siècle. Mais néanmoins, Naderpour, aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Plus ou moins. Mais je veux dire, Iraniens ou pas Iraniens, même les Iraniens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, connaissent plusieurs vers ou plusieurs poèmes de Faulour Farrokhzad par cœur. Ils savent qui est Faulour Farrokhzad. Mais j'ai rencontré des jeunes Iraniens qui ne savent pas qui est, par exemple, Naderpour, ou voilà, en tout cas, qui n'ont aucune idée de sa poésie, qui n'ont jamais lu sa poésie. Et donc, je me suis vraiment dit, mais pourquoi Faulour? Pourquoi elle est si importante? Pourquoi elle est tellement attachante? Pourquoi elle est tellement traduisible? Parce que justement, ce qu'elle a à nous dire dépasse la question de la forme. En fait, Faulour Farrokhzad, en traduction, elle a presque autant à dire aux êtres humains que nous sommes qu'en persan. Et ça, c'est génial pour un traducteur. Ça n'enlève rien à la valeur de Faulour et à la beauté de sa poésie en persan. Évidemment, quand on le dit en persan, quand on le lit en persan, c'est encore mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on peut traduire un poète et presque transmettre, sinon intact, sinon évidemment pas à 100%, mais quand même transmettre l'essentiel de ce qui fait sa substance dans une autre langue, pour peu évidemment qu'on se donne la peine de travailler vraiment de manière immersive et entrer dans l'œuvre et dans la personnalité, etc. J'ai quand même lu des centaines et des centaines de pages sur elle. J'ai vraiment lu, relu, je me suis complètement imprégnée. Et donc, une fois qu'on s'est donné cette peine, eh bien, je pense qu'elle est vraiment traductive. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, essayons de voir pourquoi en fait.
qu'est-ce qu'elle nous dit qui est encore important aujourd'hui au XXIe siècle, où, par exemple, en France, on pourrait croire qu'après tout, il n'y a plus de combat à mener. Parce que son combat n'est pas... Enfin, ce qu'elle a à nous dire, cette dimension de combat de son œuvre, n'est pas que un combat pour la liberté des femmes, en particulier la liberté sexuelle des femmes en Iran. C'est beaucoup plus que ça, parce que si c'était que ça, finalement, enfin, je ne l'aurais pas traduite parce que ça ne m'aurait pas vraiment intéressé personnellement. Alors on va voir pourquoi et comment. Mais pour ça, il faut un tout petit peu, peut-être que je revienne, que je vous donne quelques éléments. Pour ceux qui étaient là, ce sera une petite répétition, mais un tout petit peu seulement. Donc je vous donne quelques éléments sur l'histoire donc de cette littérature persane des femmes, cette voix des femmes en littérature persane. Alors, la première poète, je dirais le premier poète, je ne vais pas dire la première poétesse parce qu'on croirait que c'est parmi les femmes. Non, le premier poète en langue persane, donc c'est ce personnage, c'est cette femme absolument incroyable qui s'appelait Rabi'a, Rabi'a Balkhi, donc Rabi'a de Balkh. Comme son nom l'indique, elle était née, elle a vécu, elle est enterrée dans la ville de Balkh aujourd'hui en Afghanistan, laquelle Rabi'a a vécu au Xe siècle de notre ère. C'est très important de le rappeler parce qu'elle est contemporaine de celui qu'on considère comme le père de la littérature persane, bien qu'il soit le père que putatif, on va dire, parce qu'il a eu des précédents, mais disons que c'est le premier qui a laissé une œuvre suffisamment importante, je veux dire par là Louhdaki. Donc Louhdaki est un poète qui a vécu au Xe siècle de notre ère et qui a composé dans tous les genres de la littérature persane et qui est donc considéré comme, voilà, comme le père de la littérature persane. Et c'est vrai que c'est le premier poète pour lequel on a suffisamment de poésie pour pouvoir vraiment, on a perdu beaucoup, mais quand même, on a un divan de Louhdaki qui est suffisamment important pour qu'on voit que c'était un très très grand poète. Et on a un certain nombre d'histoires qui sont racontées à son sujet, on sait qu'il a vécu à la cour des Samanides, etc., etc. Rabi'a, qui était donc contemporaine de Louhdaki, dont la légende est restée, donc seulement la légende, on ne sait rien d'elle sur le plan strictement historique, si ce n'est qu'elle était la fille d'un gouverneur attesté de l'histoire de Balkh, qui était donc Ka'b. Elle était la fille de Bint Ka'b, donc ce gouverneur s'appelait Ka'b. Ka'b et Balkh. Et donc la légende nous dit que cette Rabi'a avait été passée maître en différents... elle avait différents talents, dont le plus important et le plus brillant était la poésie. Donc elle composait de la poésie persane de manière extrêmement brillante, ce qui veut dire aussi que les gens qui ont raconté cette histoire au XIIe siècle avaient conscience qu'au Xe siècle, il y avait déjà suffisamment de poésie persane pour qu'on puisse dire elle était un poète très important et elle a composé de la très belle poésie persane. Donc il y avait déjà un jugement sur le fait qu'au Xe siècle, la poésie persane était suffisamment avancée, suffisamment développée pour qu'on puisse comparer les poètes entre eux, je dirais. Voilà. Et on disait c'était une des plus grandes poétesses de son temps. Mais c'est très bizarre, au XIIe siècle on nous dit ça, parce que de Rabi'a, il ne reste qu'une légende et 3 poèmes. En tout et pour tout, son œuvre se résume à 3 poèmes, ce qui est quand même pas beaucoup. Mais, bon, on nous dit que c'est un très grand poète, qu'elle a composé de la poésie lyrique superbe, de la poésie amoureuse, etc. Bon, ben, ça veut dire que 2 siècles après sa mort, elle était connue pour ça, mais personne n'a pris soin de garder son œuvre. Pourquoi ? Alors il y a plusieurs explications possibles. Globalement, les œuvres des femmes se perdent. Donc le fait qu'il n'y ait pas de poétesse femme ne veut pas dire que les femmes ne composaient pas de la poésie. Le fait qu'il n'y ait pas de poétesse femme attestée ne veut pas dire que les femmes n'étaient pas connues à leur époque pour dire des poèmes, ou d'ailleurs pour être lettrées et pour s'exprimer, et pour lire aussi la poésie. Aujourd'hui, on sait que le lectorat de la poésie, par exemple en Iran, et même des romans,
poussé à 70% à l'électorat féminin. Les femmes lisent plus que les hommes aujourd'hui en Iran. Mais on peut se poser la question pour les siècles passés, car en fait, on se rend compte, de plus en plus plus j'ai fait des recherches, plus je me suis rendu compte que, évidemment que les gens ne savaient ni lire ni écrire globalement. C'était une toute petite élite qui savait lire et écrire, hommes et femmes confondus. Mais finalement, mes recherches ont l'air de souligner que dans cette élite, les femmes étaient quasiment autant alphabétisées que les petites filles, en tout cas, étaient autant alphabétisées que les petits garçons. Ce qui a été pour moi une très grande surprise. Alors là, je ne vais pas revenir, parce que je voudrais vous parler de Foulour, donc je ne vais pas revenir sur les raisons académiques qui m'ont poussé à penser ça. Je suis en train de préparer un livre là-dessus, donc dans l'avenir, j'espère qu'on pourra en parler de manière plus précise. En tout cas, cette Robe'e, elle était donc très douée pour la poésie. Elle était aussi, paraît-il, une cavalière émérite. Elle savait tirer à l'arc et elle savait peindre. Ce qui, quand même, pour la fille d'un gouverneur musulman, évidemment, de cet Iran fraîchement islamisé, et donc arabe, hein, son père était carrément de famille arabe qui avait été envoyé en Iran, il s'était complètement iranisé. Il ne manque pas de sel quand même. Hein. Que la légende nous dise qu'elle était un peintre tout à fait exceptionnel, ça veut dire que ça choquait personne au XIIe siècle de dire qu'une femme non seulement peignait, mais elle faisait des autoportraits. Incroyable, non? Et on le sait qu'elle faisait des autoportraits parce que l'histoire nous dit qu'elle tombe amoureuse d'un conseiller de son frère, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire, évidemment, parce qu'ils n'étaient pas de la même classe sociale, et qu'elle lui a écrit une lettre d'amour. Et ça va nous amener, évidemment, progressivement vers notre Foulour. Donc elle écrit des lettres d'amour sous forme de poèmes à cet homme, accompagné d'un autoportrait. Et évidemment, arrive ce qui doit arriver, parce que la légende nous dit bien sûr qu'elle était très belle, parce que vous savez que pour qu'une femme ait un quelconque intérêt dans l'histoire écrite par les hommes, il faut évidemment qu'elle soit belle, parce que sinon on n'en parle même pas. D'ailleurs, même si elle n'est pas très belle, c'est bizarre ça. Ouais. C'est mieux, non? Oui, ça marche? oui. Sinon, je suis obligée un peu de crier fort. Ouais. Bref, non, ça marche? Ça marche, ça fait. Et donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Mais je me suis rendu compte que Foulour et Fahrouzad, elle joue aussi avec ça. Et ce qui m'a passionnée dans le travail sur Foulour, c'est de voir à quel point elle, qui prétendait dans les interviews qu'elle connaissait rien à la littérature, qu'elle était self-made woman en matière poétique et tout ça, elle connaît extrêmement bien notre littérature persane et elle joue de ça. Elle se présente